Je m'appelle Evelyn Harper. J'ai 67 ans et j'ai passé toute ma vie à travailler comme bibliothécaire scolaire dans une petite ville de Floride. Après le décès de mon mari, j'ai décidé qu'il était temps de prendre un nouveau départ, une maison plus petite, plus près de la mer. J'ai appelé ma fille, espérant lui demander de l'aide, espérant que nous pourrions passer un peu de temps ensemble comme avant. Mais sa réponse m'a ébranlée jusqu'au plus profond de mon être. Elle était trop occupée. Elle n'a même pas essayé de trouver un moment. Alors, j'ai fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. J'ai disparu de sa vie sans laisser de traces. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Evelyn Harper et j'avais 67 ans quand j'ai finalement admis que je ne pouvais plus vivre comme ça. Pendant près de 40 ans, j'avais appelé cette maison de Willow Creek Lane mon foyer. Elle avait vu des fêtes d'anniversaire et des matins de Noël, des genoux écorchés et des chagrins d'adolescent. Elle avait vu le meilleur et le pire de moi, la naissance et le lent dénouement d'une vie construite avec des rêves qui, avec le temps, sont devenus plus silencieux, plus simples, usés comme le tissu de mon fauteuil préféré. J'avais été bibliothécaire scolaire dans notre petite ville de Floride pendant plus de 30 ans, et après ma retraite, je pensais m'installer dans une vie de confort tranquille. Mais le confort, j'avais appris, a peu à voir avec les meubles, et tout à voir avec le fait de se sentir vu, valorisé, nécessaire. Et quelque part, en chemin, ces sentiments s'étaient taris, me laissant errer dans les couloirs vides de cette maison comme un fantôme. Après le décès de mon mari, la maison est devenue plus lourde autour de moi. Chaque craquement du plancher me rappelait un rire qui ne remplissait plus la cuisine. Chaque porte fermée menait à une pièce qui n'avait pas été touchée depuis des mois, peut-être des années. La poussière s'installait dans les coins comme des adieux tacites. Ce n'était pas seulement la solitude qui me rongeait, c'était le sentiment d'être enchaîné à un passé qui n'avait plus sa place dans le présent. Je savais que la décision couvait depuis un certain temps. Elle me hantait chaque fois que je peinais à monter les escaliers avec un panier à linge, chaque fois que le toit fuyait pendant un orage, chaque fois que je réalisais qu'un autre appareil devait être remplacé et que je n'avais plus l'énergie de m'en occuper. Elle planait dans les moments de calme où je m'asseyais sur le porche avec une tasse de thé, fixant la route où aucune voiture familière ne s'arrêtait plus dans l'allée. Pourtant, ce n'est qu'un jeudi matin pluvieux que j'ai finalement fait le choix. Je me tenais dans la cuisine, regardant l'eau de pluie glisser sur la vitre fissurée, la lumière grise donnant à toute la pièce un air fatigué. Je tenais une tasse de café entre mes mains, sentant sa chaleur s'infiltrer dans ma peau, et j'ai réalisé à quel point peu de cette chaleur atteignait plus profondément que la surface. J'ai pensé au reste de ma vie, qui s'étendait devant moi, des années qui pourraient être passées à s'accrocher à des espaces vides ou à créer quelque chose de nouveau. C'est à ce moment-là que c'est devenu clair. Je ne voulais pas mourir dans cette maison. Je ne voulais pas être retrouvée des années plus tard par des voisins qui se souvenaient à peine de mon nom. Je ne voulais pas continuer à attendre un coup à la porte qui ne viendrait jamais. Je voulais l'océan. Je voulais des matins remplis d'air marin, au lieu d'une solitude éventée, des soirées éclairées par le soleil plongeant sous l'horizon, plutôt que par les faibles ampoules vacillantes d'une maison trop silencieuse. Je voulais construire un nouveau rythme, même si ce n'était que pour moi. J'ai posé mon café et j'ai sorti un bloc-notes jaune du tiroir, le même que j'utilisais
pour faire des listes de courses et des rappels. En haut, j'ai écrit d'une écriture ferme et soignée. Plan de déménagement. Peu importait que je n'ai pas encore de détails, pas d'agent immobilier, pas de calendrier. Ce qui importait, c'est que la décision avait été prise. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à trier la maison, un tiroir, un placard à la fois. J'ai touché chaque objet, laissant les souvenirs m'envahir, avant de décider de le garder ou de le laisser partir. Certaines choses ont rendu le choix facile. La théière fissurée de ma première année de mariage, la couverture usée que ma grand-mère avait crochetée, les photographies délavées de vacances lointaines. Celles-ci viendraient avec moi. C'étaient des morceaux de mon histoire que je n'étais pas prête à abandonner. D'autres choses, je les ai laissées partir sans cérémonie. Des boîtes de paperasse périmées, des pulls qui ne m'allaient plus, de la vaisselle pour des dîners qui n'auraient plus jamais lieu. J'ai donné, vendu, offert ce que je pouvais. Chaque étagère vide, chaque espace dégagé rendait la maison un peu moins un foyer et un peu plus ce qu'elle était vraiment maintenant, un endroit que je me préparais à quitter. La décision de déménager n'était pas impulsive. Elle n'était pas née de la colère ou du désespoir. C'était une rébellion silencieuse et constante contre le fait de disparaître dans une vie qui avait cessé d'être la mienne. C'était une décision de me choisir après des années à choisir tout le monde d'abord. L'étape suivante était de trouver où je voulais aller. J'ai passé de longues soirées à parcourir les annonces en ligne, cherchant quelque chose de petit, de gérable, près de la côte où j'avais toujours rêvé de vivre. Je ne cherchais pas le grandiose. Je voulais un cottage avec des parquets usés et des fenêtres qui s'ouvraient sur le bruit des vagues. Je voulais un jardin juste assez grand pour cultiver des tomates et des herbes, une cuisine où je pourrais faire du pain les dimanches matins paresseux, un porche où je pourrais lire sans interruption. Quand j'ai trouvé l'annonce, une modeste maison d'une chambre à 1/2 kilomètre de la plage, avec une peinture blanche écaillée et un porche enveloppant, j'ai su, ce n'était pas parfait. Il y avait des travaux, mais c'était réel, c'était à moi. J'ai contacté un agent immobilier le lendemain pour commencer le processus de vente de mon ancienne maison. Je n'en ai encore parlé à personne, ni à Suzanne, ni à Jessica, ni même à mes plus vieilles amies de l'église. Cette fois, je voulais construire quelque chose discrètement, sans le poids des opinions, des attentes ou de l'indifférence des autres pesant sur mes choix. C'était étrange au début de traverser ces changements seule. Chaque autre étape de ma vie avait été partagée. Diplôme, mariage, naissance, départ à la retraite. Mais maintenant, les étapes étaient des victoires privées, personnelles, que personne n'applaudirait, sauf moi-même. Et ça, j'ai réalisé, c'était assez. Alors que le panneau « à vendre » a été planté dans le jardin, quelques semaines plus tard, je me suis tenue à la fenêtre du salon, regardant l'agent immobilier enfoncer le piquet dans le sol. Je pensais que je pourrais ressentir de la tristesse, peut-être même du regret. Au lieu de cela, j'ai ressenti une surprenante sorte de légèreté, comme si tous les fardeaux invisibles liés à cette maison avaient recommencé à se lever un par un. Je ne fuyais pas ma vie, je courais vers elle. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas piégée par les souvenirs, ni paralysée par la peur de l'inconnu. Je me sentais libre. Après que le panneau « à vendre » fut fermement planté dans le jardin et que l'annonce fut mise en ligne, je me suis assise à la table de la cuisine, fixant mon téléphone. Le doux tic-tac de l'horloge murale emplissait le silence, tandis que je tournais l'appareil entre mes mains,
répétant dans ma tête des conversations qui n'avaient pas encore eu lieu. Je savais que j'avais besoin d'aide. J'étais encore assez forte pour trier et emballer mes affaires. Mais déménager des meubles, soulever des boîtes, coordonner le chaos d'un déménagement, c'était plus que ce que je pouvais gérer seule. J'ai immédiatement pensé à ma fille, Mélissa. C'était naturel, n'est-ce pas? Les mères appellent leurs enfants pour de l'aide. Ce n'était pas censé être une imposition ou un appel désespéré. C'était censé être compris, automatique même, tissé dans le tissu de la famille, comme la respiration. Après tout ce que j'avais donné, après chaque année passée à coudre des costumes pour les pièces de théâtre de l'école, à veiller tard pour l'aider avec ses devoirs, à l'encourager depuis les gradins lors d'interminables matchs de football. Il ne semblait pas déraisonnable d'espérer qu'elle serait là pour moi maintenant. J'ai hésité, sentant cette vieille douleur familière que je me permettais rarement de reconnaître. La distance entre Mélissa et moi s'était creusée depuis des années, non pas mesurée en kilomètres, mais en quelque chose de plus lourd, de plus difficile à nommer. Nous nous parlions, bien sûr. Nous échangions des SMS pour les fêtes et les anniversaires. Elle venait pour un déjeuner occasionnel quand son emploi du temps le permettait. Mais nos conversations étaient devenues transactionnelles, des échanges superficiels de nouvelles et de météo, ne plongeant jamais sous la surface dans les vraies eaux de nos vies. Pourtant, j'ai composé son numéro. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant qu'elle ne décroche. J'entendais du mouvement en arrière-plan, des voix, le cliquetis de la vaisselle, et sa voix, quand elle est parvenue au récepteur, était vive, préoccupée. Je lui ai parlé du déménagement, de ma décision de vendre la maison, du petit cottage près de la plage. J'ai essayé de garder une voix légère, décontractée. Mais même à mes propres oreilles, elle semblait mince, tendue par une émotion que je ne pouvais pas tout à fait cacher. Je lui ai demandé si elle pouvait venir m'aider avec le déménagement. Il y a eu une pause, si légère que j'aurais pu la manquer, si je n'avais pas retenu mon souffle. Elle a ri un peu, de la manière dont les gens le font quand ils sont mal à l'aise. Elle a dit qu'elle était incroyablement occupée par le travail, des délais, des réunions, des projets. Elle a mentionné les tournois de football, des enfants, et le nouveau travail de son mari, et l'impossibilité pure et simple de caser autre chose dans son emploi du temps en ce moment. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas, a-t-elle dit, c'était juste un mauvais timing. J'ai attendu, espérant qu'elle proposerait une alternative. Un autre week-end. Un jour de congé, des excuses, mais rien n'est venu. Elle a rapidement mis fin à la conversation, promettant d'appeler bientôt pour prendre des nouvelles. Sa voix s'est éteinte avec la chaleur distraite de quelqu'un qui dit au revoir à un étranger qu'il connaît à peine. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise à la table, fixant l'écran vide de mon téléphone. Mes mains étaient froides. Ma poitrine était creuse, comme si la dernière bouffée d'air avait été aspirée et qu'il ne me restait plus assez de force pour en prendre une autre. Je n'avais pas attendu de miracle, je n'avais pas attendu de grands gestes, mais je m'attendais à ce qu'elle essaye, qu'elle entende le besoin sous mes mots, soigneusement choisis, qu'elle comprenne qu'il ne s'agissait pas de boîte ou de meubles, il s'agissait d'être vue, d'être assez valorisée pour qu'elle se dérange pour moi, comme je l'avais fait pour elle 1000 fois auparavant, sans une seconde pensée. J'ai essayé de repousser la douleur, me disant qu'elle était occupée, que sa vie était compliquée, que les jeunes d'aujourd'hui vivaient à un rythme différent. Mais les excuses sont une piètre armure contre la lame de la prise de conscience. Et la vérité a tranché net. Je n'étais plus une priorité.
J'étais une tâche à reporter, un fardeau à éviter. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine, les comptoirs usés, les chaises en bois marqué, les rideaux délavés, qui avaient autrefois encadré une vie débordante de bruit et de rire. J'ai réalisé, avec une sorte de clarté douloureuse, que je m'étais accrochée à cet endroit bien plus longtemps que je n'aurais dû, croyant qu'il manquerait aux personnes que j'aimais. Mais les murs, les photographies et les décorations de Noël soigneusement rangées ne pouvaient pas maintenir ensemble ce qui s'était déjà défait. J'étais seule dans cette transition, totalement, sans excuse, seule. Et étrangement, la tristesse de cette prise de conscience a été rapidement suivie par autre chose. Une lueur de résolution, un vent rafraîchissant et clarifiant, soufflant à travers les espaces encombrés de mon esprit. Si Mélissa ne pouvait pas se donner la peine de se tenir à mes côtés, alors que je construisais le prochain chapitre de ma vie, alors elle n'y avait aucun droit. Je n'ai pas dit les mots à voix haute. Je n'ai pas crié, ni pleuré, ni fait de crise de colère. Je me suis simplement levée de table, j'ai glissé mon téléphone dans ma poche et je suis retournée à mes cartons. Si je devais déménager ma vie toute seule, alors je le ferais. Et quand je le ferais, je laisserais derrière moi plus que des meubles et de vieux souvenirs. Je laisserais derrière moi l'espoir silencieux et douloureux que ma fille devienne un jour quelqu'un qu'elle ne pouvait manifestement pas être. J'avancerais en ne portant que ce qui m'appartenait. Dans les jours qui ont suivi cette conversation avec Mélissa, j'ai traversé la maison comme une femme pataugeant dans le brouillard. Chaque pièce, chaque objet semblait briller d'une clarté étrange et déstabilisante. Les choses qui m'apportaient autrefois du réconfort me semblaient maintenant creuses, dépouillées des émotions que j'y avais si soigneusement tissées au fil des ans. Je pensais que le plus difficile serait d'emballer les affaires, de choisir quoi garder et quoi laisser. Je n'avais pas prévu que le vrai poids viendrait des choses que je ne pouvais ni emballer ni donner. Les souvenirs, les attentes, les petits morceaux têtus de moi-même, qui avaient toujours cru que la famille serait là quand ça compterait le plus. Le refus de Mélissa de m'aider n'était pas simplement un inconvénient. Ce n'était pas la réponse désinvolte et occupée d'une femme surmenée, prise dans sa propre vie. C'était un miroir, tendu sans pitié, reflétant la vérité que j'avais évité de voir pendant bien trop longtemps. Elle ne me voyait pas de la manière dont j'avais besoin d'être vue. Je n'étais plus son refuge, je n'étais plus la main stable qu'elle cherchait quand la vie devenait accablante. J'étais une responsabilité qu'elle ressentait, une note de bas de page dans le grand récit qu'elle écrivait pour elle-même. Et le pire, c'est que j'avais laissé faire. J'étais restée tranquillement à l'écart, acceptant des portions de plus en plus petites de son attention, me convainquant que les miettes valaient mieux que rien. J'ai passé de longues soirées assise dans le vieux fauteuil à bascule près de la fenêtre du salon, regardant la courbe familière de la route, observant les voisins aller et venir. La vie pulsait régulièrement à l'extérieur de mes murs, indifférente aux petits chagrins qui se déroulaient dans les recoins de mon cœur. J'ai pensé aux années que j'avais passées à construire une vie autour des besoins de Mélissa, à organiser mes journées pour m'insérer dans les marges qu'elle m'accordait. Fêtes d'anniversaire, matchs de football, récitals, remises de diplômes. J'avais été là pour chaque étape importante, appareil photo à la main, cœur grand ouvert. J'ai réalisé que mon amour était devenu une sorte de monnaie, précieuse seulement quand elle la servait, invisible quand ce n'était pas le cas. La tristesse qui a monté en moi était profonde et ancienne, une tristesse qui remontait à des générations de femmes qui avaient donné et donné, croyant que l'amour devait être mérité,
devait être prouvée par un sacrifice sans fin. J'y avais cru aussi. J'avais cru que si je l'aimais assez, si je restais assez patiente, si je continuais à me présenter, peu importe à quel point j'étais mise de côté, elle finirait par me revoir comme avant. Mais les enfants grandissent. Ils dépassent plus que leurs vêtements et leurs jouets. Ils dépassent des besoins qu'ils croyaient ne jamais s'estomper. Et parfois, ils dépassent les personnes qui ont construit leur fondation, sans même un regard en arrière. Je n'étais pas en colère. J'étais simplement fatiguée. Fatiguée de courir après une relation qui ressemblait plus à une négociation. Fatiguée de me réduire pour être plus facile à porter pour elle. Fatiguée de mesurer ma valeur à la convenance de quelqu'un d'autre. Dans cette fatigue, j'ai trouvé une sorte de liberté étrange et fragile. Si Mélissa pouvait se choisir sans hésitation, alors moi aussi. J'ai commencé à recadrer le récit que j'avais vécu si longtemps. Peut-être que ce n'était pas un échec d'amour qui nous avait amenés ici. Peut-être était-ce le refus de reconnaître que l'amour seul ne pouvait pas combler le gouffre qui s'était formé entre qui nous étions autrefois et qui nous étions devenus. J'ai emballé plus lentement après cette prise de conscience, non pas par hésitation, mais parce que chaque boîte que je remplissais semblait plus légère. Je ne déplaçais pas seulement des objets physiques d'un endroit à un autre. Je déplaçais le poids de vieilles obligations, de contrats invisibles que j'avais signés sans m'en rendre compte. J'ai pris des décisions avec une nouvelle clarté. Je n'ai gardé que ce que j'aimais, ce qui reflétait qui j'étais, sans son approbation. J'ai laissé partir les choses qui m'attachaient à une version de ma vie qui n'existait plus. Les albums de photos de famille sont restés, mais les photos encadrées de sourires forcés et de rassemblements inconfortables sont allées au grenier. Les cadeaux offerts par obligation plutôt que par affection ont été donnés sans une seconde pensée. Les bibelots et souvenirs de vacances dont Mélissa se souvenait à peine ont été rangés pour de bon. Je n'effaçais pas le passé, je l'éditais, choisissant les parties qui honoraient qui j'étais, pas seulement qui j'avais été pour quelqu'un d'autre. Chaque jour, la maison se vidait, mais moi, je me remplissais, plus pleine de résolution, plus pleine de paix, plus pleine de la croyance silencieuse et têtue que je méritais une vie qui ne m'obligeait pas à mendier ma place. Plus qu'un simple refus, le rejet de Mélissa avait été un tournant. Pas une porte claquée avec colère, mais une porte doucement fermée sans intention de la rouvrir. Et pour une fois, je n'ai pas couru après. Je l'ai laissé se fermer. J'ai laissé le silence s'installer. J'ai laissé entrer la solitude, juste assez pour me rappeler qu'elle était surmontable, qu'elle était préférable à la lente suffocation d'être à moitié la bienvenue dans la vie de quelqu'un d'autre. J'ai plié le reste du linge dans des boîtes et je les ai étiquetés avec soin. Salon, cuisine, chambre, et quelque part au fond de moi, dans un endroit que je commençais à peine à reconnaître, j'ai étiqueté autre chose. À moi, ma vie, mon choix, ma liberté. C'était plus qu'un simple refus. C'était une invitation à me libérer enfin. Une fois que j'ai accepté que je ferais ce déménagement seul, tout en moi s'est calmé et concentré. J'ai traversé les jours délibérément, invisible pour la plupart, inaperçu même des quelques personnes qui auraient pu autrement s'y intéresser. Cela me convenait. Je n'avais plus besoin de public. Je n'avais pas besoin de validation. Je n'avais même pas besoin d'aide. Je n'avais besoin que d'un plan et de la patience constante pour le mener à bien. Chaque matin, je me levais tôt, bien avant que le soleil ne réchauffe les vieux parquets de la maison. Je m'enveloppais dans mon châle préféré.
Je préparais une tasse de café fort, et je m'asseyais à la table de la cuisine, un carnet ouvert devant moi. Je faisais des listes, pas des listes frénétiques et accablantes comme celles que je faisais dans ma jeunesse, mais des listes calmes et méthodiques. Une page pour les choses à vendre, une autre pour les choses à donner, une autre pour les choses qui feraient de le voyage avec moi jusqu'à ma petite maison près de la mer. J'emballais les articles par petites quantités, choisissant de commencer par les pièces qui faisaient le moins mal, la chambre d'amis qui n'avait pas vu d'invité depuis 5 ans, la salle de bain de l'étage avec son robinet qui fuit, le bureau poussiéreux avec son fauteuil inclinable vieillissant dans lequel plus personne ne s'asseyait. Je travaillais régulièrement, en faisant attention à ne pas me surmener, en faisant attention à ne pas laisser l'ampleur de la tâche submerger la détermination silencieuse que j'avais si soigneusement construite. Chaque boîte emballée ressemblait à une victoire silencieuse. Chaque étagère vidée, une petite reconquête d'espace et de soi. Les souvenirs s'accrochaient à certains objets têtus et vifs. Une vieille décoration de Noël que Mélissa avait faite à l'école primaire. Son écriture désordonnée griffonnée au dos avec un feutre qui s'effaçait. Une fiche de recette usée dans l'écriture de ma mère, tachée par des décennies d'utilisation. La tasse de café préférée de Franck, ébréchée sur le bord, l'anse s'adaptant toujours parfaitement à ma main. Je me suis permis de m'attarder sur ces choses, de les pleurer un instant avant de prendre une décision. Certaines, je les ai emballées avec soin, les enveloppant dans du papier de soie, comme des trésors fragiles. D'autres, je les ai laissées partir, chuchotant un doux au revoir que seuls les murs pouvaient entendre. J'ai fait des allers-retours au centre de dons local, conduisant ma petite berline pleine à craquer. J'ai souri aux bénévoles, j'ai échangé des politesses, et je n'ai jamais mentionné une seule fois que je démantelais la vie que j'avais construite, brique par brique, souvenir par souvenir. C'était bon, d'une manière étrange, de se déplacer discrètement dans le monde, sans être vu et sans être interrompu. J'avais passé tant d'années à vivre pour les autres, à m'adapter à leurs besoins, à me contorsionner pour m'insérer dans des espaces de plus en plus petits. Maintenant, dans le silence de ce lent démantèlement, j'ai trouvé une sorte de sacralité. Personne ne regardait, personne ne jugeait, personne ne me disait qui je devais être, ce que je devais garder ou où je devais aller. C'était à moi, tout à moi. L'agent immobilier s'est occupé de la vente de la maison avec un professionnalisme efficace. Elle l'a mise en vente à un prix qui reflétait son âge et son charme, et en quelques jours, il y a eu des offres, de bonnes offres, des familles désireuses de remplir les couloirs d'une nouvelle vie, de nouvelles histoires. J'ai ressenti un pincement au cœur lorsque les papiers ont été signés, mais c'était un chagrin net, le genre qui reconnaît une fin sans souhaiter la défaire. J'ai pris des dispositions pour que les services publics soient coupés après mon déménagement. J'ai fait suivre mon courrier à une boîte postale dans la nouvelle ville. J'ai payé de petites factures restantes et j'ai annulé les services dont je n'aurais plus besoin. À chaque tâche accomplie, je me sentais un peu plus légère, un peu plus proche de la femme que je devenais. Mélissa n'a pas rappelé. Je n'ai pas non plus cherché à la joindre. Il n'y avait plus rien à dire. Je savais que lorsqu'elle réaliserait enfin que j'étais partie, elle serait surprise. Elle chercherait les points de repère familiers de notre relation, les vacances, les appels téléphoniques, le déjeuner occasionnel du dimanche, et les trouverait manquants, comme des routes effacées d'une carte. Peut-être qu'elle se sentirait blessée, peut-être qu'elle se sentirait abandonnée,
Ou peut-être qu'elle hausserait simplement les épaules et passerait à autre chose, insensible à l'espace vide que j'ai laissé derrière moi. Cela n'avait plus d'importance. Je ne déménageais pas par colère. Je déménageais par nécessité. Je me dirigeais vers une vie où je n'aurais plus à mesurer ma valeur à l'aune de ce que je pouvais endurer. Alors que le jour du déménagement approchait, je me suis permis une petite indulgence. J'ai parcouru les pièces vides de la maison tard dans la nuit, pieds nus sur les parquets frais, le clair de lune s'accumulant en douces flaques argentées sur les murs. J'ai murmuré mes adieux à chaque espace. La cuisine qui sentait autrefois le pain fraîchement cuit, l'escalier qui avait supporté le poids des pas pressés d'une femme plus jeune, le porche où j'avais bercé Mélissa pour l'endormir les chaudes nuits d'été. Je n'ai pas pleuré. Il ne restait plus de place pour les larmes. Seulement une gratitude profonde et durable pour ce qui avait été, et une préparation silencieuse pour ce qui allait suivre. Au moment où le camion de déménagement est arrivé, j'étais prête. Tout ce qui devait être emballé l'était. Tout ce qui devait être libéré l'était. J'ai verrouillé la porte une dernière fois, glissant la clé dans une enveloppe pour les nouveaux propriétaires. Je l'ai posée doucement sur le comptoir, à côté d'une simple note qui disait simplement « Bienvenue chez vous ». Et puis je suis partie sans me retourner. Les préparatifs avaient été silencieux, l'adieu encore plus. Mais la liberté qui m'attendait de l'autre côté était vaste, bruyante et sauvage, et elle chantait dans mes os, alors que je m'éloignais vers la vie que j'avais choisie pour moi-même, sans excuse, sans regret. Le matin de mon départ final est arrivé enveloppé d'un silence lourd et immobile. Le genre de silence qui se sent épais sur la peau, comme si l'air lui-même savait que quelque chose de sacré se passait. Je me suis réveillée avant l'aube, bien avant que les déménageurs ne soient prévus, et je suis restée assise au bord de mon lit un long moment, écoutant le battement régulier de mon cœur, sentant le poids de ce que j'étais sur le point de laisser derrière moi s'installer profondément dans mes os. La maison était presque méconnaissable maintenant. Des murs nus me regardaient là où il y avait autrefois des photographies encadrées, des calendriers joyeux, des peintures colorées collectionnées au fil des ans d'une vie lente et délibérée. Les étagères étaient vides, leur surface propre, mais en quelque sorte triste, comme des bouches fermées hermétiquement sur toutes les histoires qu'elles avaient autrefois contenues. Même l'odeur de l'endroit était différente, moins de cannelle et de lavande, plus de poussière et de souvenirs lointains. Je me suis déplacée lentement, à travers les pièces, me permettant l'indulgence d'une dernière promenade dans la vie que j'avais construite ici. Dans la cuisine, la lumière a commencé à changer, se déversant en or pâle sur le sol en linoléum. J'ai passé mes doigts le long du comptoir, sentant chaque éclat et chaque égratignure, chacun un témoignage silencieux des milliers de repas préparés, des conversations sans fin partagées autour de tasses de café et de collations nocturnes. Dans le salon, j'ai tracé le contour faible du canapé, qui se trouvait autrefois près de la cheminée, la tache usée sur le sol où le fauteuil préféré de Franck avait été posté pendant des années. J'ai fermé les yeux, et pendant un instant fugace, j'ai presque pu entendre le murmure de sa voix, le crépitement du feu, le son du rire de Mélissa, quand elle était encore assez jeune pour trouver drôle tout ce que nous disions. Les souvenirs se sont élevés comme une brume autour de moi, non pas pour m'étouffer, mais pour honorer. Ils appartenaient maintenant à cette maison, tout comme les espaces vides. Je les avais portés aussi loin que je le pouvais. Il était temps de les laisser reposer ici,
de les laisser se tisser dans les murs, pour que la prochaine famille les découvre, dans les moments calmes, entre leurs propres étapes. Je n'ai pas pleuré. Le chagrin que je ressentais était trop vieux, trop installé, pour trouver son chemin en larmes. Au lieu de cela, il vivait dans les petits mouvements respectueux de mon corps, la façon dont j'ai redressé une poignée de porte de travers, la façon dont j'ai lissé les bords de l'enveloppe contenant les clés, la façon dont j'ai posé ma main à plat sur la porte d'entrée, comme pour offrir une bénédiction silencieuse. Quand les déménageurs sont arrivés, efficaces et joyeux, je les ai accueillis avec un sourire qui semblait presque naturel. Ils ont travaillé rapidement, chargeant les dernières boîtes dans le camion, sécurisant les meubles avec des mains expertes. Je les ai laissés travailler, ne planant que lorsque c'était absolument nécessaire, ne voulant pas les gêner, ni ralentir leur élan. C'était mieux ainsi, simple, propre, pas d'adieu prolongé, pas de moment de sentimentalité mis en scène pour être photographié et classé, juste du mouvement, de l'action, une vie démantelée, mise en boîte et transportée par des étrangers qui oublieraient mon nom dès qu'ils s'éloigneraient du trottoir. J'ai laissé la maison vide, à l'exception d'une chose, une petite plante en pot que j'avais maintenue en vie à travers les pires saisons de ma vie. Elle était assise sur le porche, ses feuilles vertes captant la lumière du matin, un témoignage vivant du fait que la croissance était toujours possible, même dans les coins oubliés. J'ai collé une note sur le pot qui disait simplement « S'il vous plaît, prenez soin de moi ». Cela semblait juste, d'une certaine manière. Un dernier acte de confiance silencieux. La dernière chose que j'ai faite avant de verrouiller la porte a été de me tenir au centre du salon, de tourner lentement en cercle et de tout inspirer. Les échos de la vie, le résidu des rires, le faible pouls de quelque chose de sacré et d'épuisé. Au revoir, ai-je pensé. Non pas avec amertume, non pas avec regret, mais avec une sorte de gratitude lasse. J'ai refermé doucement la porte derrière moi, la verrouillant d'un doux déclic qui a semblé incroyablement fort dans l'immobilité. J'ai placé l'enveloppe avec les clés dans la boîte aux lettres pour l'agent immobilier et je suis montée dans ma voiture. Le camion des déménageurs est parti le premier, grondant dans la rue, disparaissant dans le brouillard matinal. Je suis restée un moment de plus, les mains reposant légèrement sur le volant, le cœur battant un rythme lent et régulier de fin et de commencement. Je n'ai pas regardé en arrière en partant. Il n'y avait aucune raison. Tout ce qui devait être dit, tout ce qui devait être ressenti, avait été plié discrètement dans cet adieu sans parole. Le passé pouvait garder ses histoires. La maison pouvait garder ses souvenirs. Je n'emportais que moi-même dans ce qui allait suivre. Les premiers jours après le déménagement se sont déroulés dans un étrange brouillard d'activités silencieuses. La nouvelle maison, petite et usée par l'air côtier, semblait étrangère sous mes mains alors que je déballais les boîtes et que j'arrangeais mes modestes affaires dans des espaces inconnus. Les murs sentaient légèrement le sel et le bois chauffé au soleil, et le vent transportait le rugissement lointain de l'océan même à travers les fenêtres fermées. C'était réconfortant d'une manière que mon ancienne maison n'avait pas été depuis des années, même si cela ressemblait plus à un endroit que je visitais qu'à un endroit où je vivais. La nuit, quand l'air se rafraîchissait et que les rues se vidaient, je me retrouvais assise sur la terrasse arrière, enveloppée dans une couverture, écoutant le bruit des vagues et la solitude creuse dans ma propre poitrine. Je savais que cette solitude viendrait. Je m'y attendais. Je m'y étais même préparée. Ce que je n'avais pas prévu,
c'est à quel point elle serait vaste, à quel point elle serait différente de la solitude que j'avais connue dans mon ancienne maison. Là-bas, c'était une solitude de mémoire, d'être entouré par les échos de ce qui avait été. Ici, c'était une solitude de possibilités, d'espaces vides attendant d'être remplis. Cela aurait dû être libérateur. À bien des égards, ça l'était. Mais c'était aussi terrifiant. J'ai souvent vérifié mon téléphone ces premiers jours, plus par habitude que par espoir. J'imaginais, bêtement, que Mélissa remarquerait peut-être mon absence plus tôt, qu'elle appellerait, entendrait la sonnerie creuse sans réponse, et ressentirait une once d'inquiétude, qu'elle enverrait un SMS, se demandant où j'étais passée, qu'elle frapperait à la porte de la maison, dont elle se souvenait, et ressentirait le choc de la trouver vide. Mais le téléphone est resté silencieux. Pas d'appel manqué, pas de message, pas d'excuses. Le vide s'étendait entre nous, une mer vaste et indifférente. Je me suis demandé ce qu'elle a pensé quand elle a finalement réalisé que j'étais partie. Si elle l'a même remarqué. Peut-être s'est-elle tenue sur le porche familier, fixant le panneau à vendre là où notre paillasson se trouvait autrefois, et n'a ressenti qu'une légère irritation face à l'inconvénient. Peut-être s'est-elle dit que j'appellerais quand je serais prête, que j'avais simplement besoin d'espace, comme les gens aiment le dire quand ils ne veulent pas regarder de trop près les véritables fractures entre eux. La vérité, c'est que Mélissa était probablement passée à autre chose bien avant que je n'emballe une seule boîte. C'est moi qui rattrapais mon retard. J'ai arrêté de vérifier le téléphone au bout d'un moment. Il y avait une liberté dans cela aussi, bien qu'elle ait eu un goût amer au début. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur la construction d'une vie dans cette petite ville tranquille, où personne ne me connaissait, où personne ne me regardait avec des attentes que je ne pouvais plus satisfaire. Je me suis présentée aux voisins, un couple de retraités qui passaient leur matinée à s'occuper d'un jardin lumineux et indiscipliné. J'ai flâné au marché fermier local, achetant des pêches fraîches et du pain fait maison à des gens qui souriaient sans poser de questions personnelles. J'ai rejoint un petit club de lecture à la bibliothèque, où personne ne connaissait mon histoire, où j'étais juste Evelyne, pas la mère de quelqu'un, pas le regret de quelqu'un. Le vide à l'autre bout de la ligne téléphonique est devenu quelque chose que je portais avec moi, comme une pierre dans ma poche, solide, indéniable, mais pas insupportable. C'était un rappel que j'avais survécu au démantèlement de mon ancienne vie. Un rappel que j'étais plus que les rôles que j'avais autrefois joués. Un soir, alors que le soleil plongeait dans l'océan, dans un éclat de cramoisi et d'or, je me suis assise sur le porche et j'ai écrit le numéro de Mélissa sur un bout de papier. Je l'ai plié avec soin, je l'ai mis dans une petite boîte en fer blanc, et je l'ai glissé au fond de mon placard. Je ne l'ai pas effacé de ma vie, mais je ne le portais plus dans ma poche, espérant qu'il sonne. Si elle voulait me trouver, elle devrait choisir de le faire. Elle devrait traverser le vide qu'elle avait aidé à créer, sans être protégée par la commodité ou les excuses. Et si elle ne le faisait pas, si le silence persistait, ce serait aussi une réponse, une dure, une nécessaire. En attendant, je remplirai les espaces vides de ma nouvelle vie, avec des choses qui rendraient mon cœur plus léger au lieu de l'alourdir. J'ai planté de la lavande le long de la clôture. J'ai peint les murs de la cuisine d'un jaune vif et joyeux. J'ai appris les noms des oiseaux de mer qui tournoyaient au-dessus de ma tête le matin. J'ai découvert, dans le calme, que le vide n'était pas l'absence de vie. C'était le début de quelque chose de nouveau. Les jours se sont progressivement installés
dans un nouveau rythme, si différent de mon ancienne vie, qu'il me semblait parfois avoir sauté dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Au début, ce sont les petites choses qui ont défini ma nouvelle existence, la façon dont la lumière du petit matin se déversait sur les parquets en bois, le bourdonnement des bateaux sur l'eau au loin, le calme qui flottait dans l'air comme un compagnon de confiance plutôt qu'une ombre menaçante. Je me réveillais chaque matin sans réveil, me levant avec le soleil, étirant mes bras vers le plafond, alors que l'odeur de sel flottait par la fenêtre légèrement ouverte. Je préparais une tasse de café fort, je m'enveloppais dans un pull doux et je sortais pieds nus sur la terrasse arrière. Là, je regardais le monde se réveiller, les pêcheurs partant dans leurs bateaux, les mouettes criant au-dessus, la rougeur rosée de l'aube rampant à l'horizon. Sans la pression constante des obligations, mon temps est devenu le mien d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des décennies. J'ai passé des heures à réarranger les meubles, non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que cela me plaisait de créer un espace qui reflétait qui j'étais maintenant, plutôt que qui on attendait de moi. J'ai choisi des couleurs qui me rendaient heureuse, des bleus doux, des crèmes chaudes, des éclats de jaune tournesol. J'ai rempli les étagères de livres que j'aimais, pas de livres choisis pour impressionner quelqu'un d'autre. J'ai accroché des peintures d'artistes locaux, petites, imparfaites et débordantes de vie. Je marchais jusqu'à la plage presque tous les après-midi, laissant le sable s'écraser entre mes orteils, laissant le vent de l'océan emmêler mes cheveux. Certains jours, j'apportais un livre. D'autres jours, je m'asseyais simplement et je regardais la danse sans fin des vagues, la respiration régulière de la terre elle-même. La mer, indifférente et éternelle, est devenue mon église, mon sanctuaire, mon rappel que le changement n'était pas seulement possible, il était nécessaire. Je me suis aussi fait des amis, bien que cela se soit fait lentement, naturellement. Il y avait Margaret, qui tenait la petite boulangerie de la ville et insistait pour que j'essaie chaque nouvelle pâtisserie qu'elle concoctait. Il y avait James, qui organisait des soirées cinéma hebdomadaires à la bibliothèque locale et qui avait une connaissance encyclopédique des vieux films. Il y avait un groupe de femmes qui se réunissaient une fois par semaine dans un petit café pour tricoter, bavarder et échanger des recettes, et qui m'ont accueilli sans poser de questions, sans sonder les chapitres de ma vie que je préférais laisser fermés. J'ai dit oui aux invitations sans hésitation, une habitude que j'avais perdue il y a longtemps, dans une vie passée, à attendre l'approbation ou la permission. J'ai appris à faire des scones qui ne s'effondraient pas en morceaux plombés. J'ai pris un cours de peinture, découvrant avec délice que j'étais vraiment nulle et que je m'en fichais. Je riais fort sans me couvrir la bouche. Je dansais maladroitement lors de concerts en plein air. Je m'attardais au dîner avec de nouveaux amis jusqu'à ce que les étoiles s'éveillent au-dessus de nos têtes. La vie que j'ai construite n'était pas grandiose. Elle n'était pas impeccable. Elle n'était pas quelque chose qui impressionnerait quiconque regardant de l'extérieur. Mais elle était à moi. Entièrement, sans excuse, à moi. J'ai constaté que je pensais de moins en moins à Mélissa au fil des jours. Au début, la pensée de son absence frappait comme une douleur vive et inattendue, un membre fantôme douloureux, là où quelque chose se trouvait autrefois. Mais progressivement, la douleur s'est estompée, s'est adoucie en quelque chose de plus silencieux. Une tristesse, oui, mais plus une blessure. Juste une partie du paysage, comme les rochers usés par le temps le long du rivage, durables, immuables, mais plus centraux dans la forme de mes journées. Je ne me demandais plus si elle appellerait
ou si elle pensait même à moi. Je n'imaginais plus ce que je pourrais dire si elle le faisait. Il y avait une sorte de miséricorde dans ce lâcher-prise. Une miséricorde dont je ne savais pas avoir besoin jusqu'à ce qu'elle s'installe dans mes os comme un baume. Un soir, assise sur mon porche, avec un verre de vin et la lumière déclinante qui virait le ciel au violet brillant, j'ai réalisé quelque chose de simple et de profond. J'étais heureuse, non pas de la manière folle et étourdissante de la jeunesse, non pas dans le soulagement épuisé d'un devoir accompli, mais dans le bourdonnement silencieux et constant d'une vie vécue selon mes propres termes. J'avais recommencé, non pas parce que j'y avais été forcée, non pas parce que quelqu'un d'autre m'avait enfin donné la permission, mais parce que j'avais choisi de le faire, parce que quelque part, au fond de la femme qui avait emballé une vie dans des boîtes et s'était éloignée de tout ce qui était familier, il y avait toujours eu une petite braise tenace qui attendait de s'enflammer. Maintenant, ce feu brûlait bas et régulièrement, éclairant mes jours, réchauffant mes nuits. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je ne prétendais pas penser que la solitude ne me toucherait plus jamais, ou que le deuil ne retrouverait pas son chemin dans une heure tranquille. Mais je savais maintenant que je pouvais y survivre. Je pouvais y survivre et rire encore. Je pouvais y survivre et danser encore pieds nus sur la plage. Je pouvais y survivre et choisir encore et encore de recommencer à nouveau. Au moment où l'été s'est pleinement installé sur la côte, enveloppant la ville d'une chaleur dorée et du doux bourdonnement des cigales, je m'étais installée dans une vie si différente de ce que j'avais laissé derrière moi, qu'il m'étonnait parfois de me souvenir à quel point j'avais eu peur de recommencer. La peur ressemblait maintenant à un écho lointain, un fantôme d'émotion qui n'avait pas sa place dans le petit monde vibrant que j'avais construit de mes propres mains. Mes journées ont trouvé un rythme qui me semblait aussi naturel que de respirer. Je me levais tôt chaque matin, bien avant que la plupart de la ville ne s'agite. J'aimais le mieux ces heures tranquilles, quand le monde se frottait encore les yeux et que tout sentait le frais et le prometteur. Je préparais mon café, noir et fort, et je le portais sur la terrasse arrière, où l'air de l'océan se réchauffait déjà sous le soleil levant. Je regardais les vagues rouler et se briser au loin, leur mouvement sans fin et infatigable, un réconfort dont je ne me lassais jamais. Ce monde était à moi d'une manière que rien ne l'avait été depuis des années, non revendiqué par l'obligation, non partagé par devoir, non atténué par le besoin de me faire plus petite pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. La petite maison, avec ses planchers qui craquent et ses fenêtres qui vibrent au vent, m'a embrassée comme une vieille amie. Elle portait fièrement les marques de son âge, la peinture écaillée sur les balustrades du porche, le jardin tenace qui refusait d'être dompté. J'aimais tout. J'aimais les bords ébréchés, les imperfections, la façon dont elle tenait bon contre les tempêtes qui soufflaient du golfe sans demander la permission ni offrir d'excuses. J'ai rempli les pièces lentement, délibérément. Chaque objet de ma maison portait maintenant une histoire que j'avais choisi de garder. La courte pointe délavée que ma grand-mère avait cousue quand j'étais enfant était pliée proprement au pied de mon lit. Le vieux fauteuil à bascule en bois, où je passais mes soirées à lire, craquait familièrement à chaque balancement. J'ai rempli la cuisine de pots d'épices que j'utilisais rarement, mais que j'aimais ouvrir juste pour respirer leur parfum vif et terreux. Il n'y avait plus de grands plans pour mes journées. Certains matins, je marchais jusqu'au marché fermier, un panier en bandoulière, saluant les mêmes vendeurs avec des sourires faciles. D'autres jours,
Je conduisais le long de la route côtière, les fenêtres baissées, la musique flottant paresseusement dans l'air salin, m'arrêtant chaque fois que je trouvais une plage ou un point de vue qui m'appelait. Parfois, je restais assise des heures avec un livre sur les genoux, ne lisant pas, écoutant simplement le murmure de la mer et le chuchotement du vent dans les hautes herbes. Je n'étais pas occupée comme je l'avais été autrefois. Je ne remplissais pas mes heures pour noyer la solitude ou prouver ma valeur. Je vivais simplement. Je respirais. J'étais. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, c'était assez. Les amitiés que j'avais nouées se sont approfondies avec le temps, non pas par obligation, mais par des moments partagés, des rires, l'intimité silencieuse de personnes qui se choisissaient jour après jour. Il y avait une douceur dans ces liens, une compréhension que rien n'était dû, que l'affection pouvait exister sans exigence. Nous célébrions les anniversaires avec des bougies dépareillées plantées dans des tartes faites maison. Nous organisions des repas partage où personne ne se souciait d'impressionner qui que ce soit. Nous regardions les couchers de soleil ensemble dans un silence complice, le genre de silence qui en disait long. J'ai écrit des lettres, à la main sur du papier épais, non pas pour les envoyer, mais pour moi-même. Des lettres à la fille que j'avais été, à la femme que j'étais devenue, à la vie que j'avais laissée derrière moi. Je les ai glissées dans un tiroir de ma chambre, une archive secrète de toutes les façons dont je m'étais brisée, avais guéri et m'étais reconstruite. Je ne cherchais plus de messages de Mélissa. Je ne me demandais plus si elle me manquait. J'en suis venue à comprendre que certaines absences sont permanentes, non pas à cause de la colère ou du blâme, mais parce que les gens grandissent dans des directions différentes, parfois si éloignées qu'aucun pont ne peut combler la distance. Il n'y avait pas de haine dans mon cœur, seulement une acceptation silencieuse que l'amour, une fois donné librement, ne garantit pas toujours un retour. J'ai choisi de l'aimer encore, mais d'une distance qui protégeait la paix fragile que je m'étais tant battue pour trouver. Mon monde n'était pas grand, il n'était pas glamour, mais il était à moi, complètement, sans excuse, à moi. C'était le bourdonnement des grillons au crépuscule, le confort rude d'une balancelle de porche bien usée, la brise salée qui emportait mon rire sur l'eau. C'était faux des matins, enveloppés de soleil, et des soirées enveloppées d'une obscurité douce et facile. C'était la joie simple et stupéfiante de se réveiller chaque jour sans rien attendre de moi, sinon de vivre comme je le choisissais. Debout pieds nus dans l'herbe un soir, regardant les étoiles piquer le ciel une par une, j'ai compris quelque chose de si profond que cela s'est enraciné en moi. Je n'avais pas tout perdu. Je m'étais retrouvée moi-même, dans l'immobilité, dans le silence, dans les vastes espaces ouverts d'une vie que j'avais construite, non pas à partir de ce dont les autres avaient besoin, mais de ce que je méritais. C'était mon monde, et enfin c'était assez.